Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue à vous toutes et à vous tous pour ce qui devient presque maintenant une tradition, nos webinaires du Centre d'aide à la performance sportive du jeudi à 18 heures. Donc, je m'appelle toujours Marc Franco, je suis toujours professeur à l'Université catholique de Louvain, je suis toujours président de l'ASBL CAPS, qui est toujours une ASBL interuniversitaire que nous avons fondée il y a quelques années avec les collègues de l'Université libre de Bruxelles et avec les collègues de l'Université de Liège. Nous bénéficions d'une subvention récurrente de la communauté française de Belgique pour remplir différentes missions, comme des missions d'évaluation, des missions de recherche et des missions également de diffusion des connaissances, ce que nous faisons à travers ces webinaires. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qui semble se profiler devant nous, c'est-à-dire un progressif déconditionnement, déconfinement, pardon, et de nouvelles perspectives en matière de planification de l'entraînement. Donc, je suis ce soir accompagné de mon collègue Nicolas Benoît, à qui je céderai la parole d'ici quelques minutes et qui assumera l'essentiel de la présentation de ce webinaire. Comme d'habitude, j'ai activé un forum sur lequel vous pouvez poser vos questions. Notre présentation durera une bonne demi-heure et donc après, c'est très volontiers que nous répondrons à vos questions. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons aborder, c'est la gestion de la charge d'entraînement et en essayant de replacer cela dans le contexte qui nous occupe maintenant, c'est-à-dire la gestion de la charge dans une nouvelle phase d'entraînement par une saison qui a été largement perturbée, et donc essayer de tirer votre attention sur des erreurs sans doute à ne pas commettre. Alors c'est Nicolas qui pour l'instant pilote de PowerPoint, donc je vais lui demander à chaque fois de passer les diapositives. Dia suivante, s'il vous plaît. Voilà. Peut-être recontextualiser la situation que nous connaissons maintenant. Donc, nous sommes toujours en période de confinement et donc les décisions qui ont été prises le 13 mars, eh bien, s'appliquent toujours à l'ensemble de la population et donc au monde sportif. Et je me permets quand même de vous rappeler le but de ces règles et le but de ce confinement, c'était évidemment d'éviter la propagation de ce coronavirus dont on parle beaucoup, hein, le SARS-CoV-2 qui peut entraîner une maladie que l'on appelle le Covid-19, qui peut être évidemment gravissime. C'est d'éviter l'engorgement des structures hospitalières. Et pour cela, eh bien, on interdisait des rassemblements de population alors dans différents secteurs, le secteur culturel, mais bien sûr, le secteur sportif était largement impacté aussi. On demandait à la population de limiter ces déplacements superflus, donc ça voulait dire que pour les athlètes, eh bien, il était pas permis de se déplacer largement pour pouvoir se rendre à des lieux d'entraînement qui, par ailleurs, étaient fermés. On demandait de respecter les règles de distanciation sociale, donc la règle de 1,5 mètre quand on est au repos, mais si vous avez suivi le premier webinaire que nous avons donné en compagnie de Pierre Philippot, eh bien, j'avais attiré votre attention sur le fait que cette distanciation devenait sportive, et si elle devient sportive, du fait de l'augmentation de la ventilation, cette distanciation devrait être plus importante. Et donc, dans un deuxième temps, sans doute, on a recommandé le port du masque dans les lieux publics à la population. La suivante. Quelle est la situation actuelle? Eh bien, depuis le lundi 4 mai, l'activité physique et sportive a pu reprendre, mais moyennant certaines conditions. En fait, elle n'a jamais été interdite, mais on demandait de faire de l'activité avec des gens qui vivaient sous le propre toit, le même toit, et les installations sportives n'avaient pas l'autorisation d'être ouvertes. Ici, maintenant, on peut faire clairement des activités physiques outdoor, mais ces activités physiques doivent rester sans contact. Il ne peut pas y avoir d'échange de matériel. Donc, évidemment, ça limite très fort
toute une série de pratiques. Sport de combat sans contact, c'est un peu compliqué. Toute une série de sports collectifs sans échange de matériel, ne fût-ce qu'un ballon, ben c'est très compliqué aussi. Et donc, on est autorisé à faire cette activité sportive avec au maximum 2 personnes qui ne vivent pas sous le même toit. Et on précise bien également que ça doit toujours être les 2 mêmes personnes, donc ça ne peut pas être 2 personnes un jour et 2 autres personnes le lendemain. On demande toujours de respecter les distances physiques auxquelles j'ai fait allusion. Les vestiaires, les douches, les cafétérias sont interdites d'accès. Je vous ferai remarquer que de temps en temps, les défibrillateurs semi-automatiques se trouvent dans les vestiaires ou dans les cafétérias. Donc, si elles ne peuvent pas être accessibles, il faut quand même veiller à ce que ces défibrillateurs puissent être accessibles, puisque ce n'est pas parce que nous sommes en période de Covid qu'il ne peut pas y avoir un accident cardiaque. À la limite même, la probabilité de développer un accident cardiaque est un peu plus importante. Donc, il faut bien veiller à ce que les défibrillateurs semi-automatiques restent accessibles. Et donc, il faut peut-être les déplacer et adapter la signalétique pour ce déplacement. Les toilettes et les distributeurs automatiques restent en service. Et je pense que c'est très important parce que ce qui reste très important, et même pour les sportifs, c'est de se laver les mains. Donc, lavez-vous les mains une fois que l'entraînement est terminé parce que vous avez quand même pu avoir éventuellement l'un ou l'autre contact et avoir eu vous porter le virus sur les mains. Donc, lavez-vous les mains, allez aux toilettes, savonnez-vous les mains. Évidemment, faites-le dans le respect des règles d'hygiène et des gestes barrières. Et donc, nous avons eu des décisions, pas plus tard qu'hier, les décisions du Conseil national de sécurité d'hier, bien nous disent, et ça va, je dirais, un peu impacter ce qu'on va raconter aujourd'hui dans la suite de cet exposé, que les compétitions sportives sont annulées jusqu'au 31 juillet. Donc, cela veut dire que, bien, au 1er août, s'il n'y a pas de modification de ces décisions, c'est-à-dire s'il n'y a pas de reconfinement qui sont liés à une deuxième vague, eh bien, nous devrions pouvoir, ou en tout cas certains sports, vont pouvoir recommencer leur pratique et leur pratique compétitive. Je pense par exemple au cyclisme. Si on voit ce qui se profile en matière de cyclisme, eh bien, la fin de saison va être extrêmement dense parce qu'il va y avoir beaucoup de courses puisqu'on a déplacé tout le calendrier et tout le calendrier va se faire en 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois. Et donc, cela veut dire que la préparation eh bien, devra être particulièrement bien étudiée et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le prochain Conseil national de sécurité, c'est-à-dire la semaine prochaine, étudiera la possibilité de reprendre des entraînements extérieurs. Donc pour l'instant, on ne peut pas organiser d'entraînement. Donc, il faut être très très clair, on n'est pas autorisé à dire allez, tout le monde sur la piste et on va s'entraîner, mais on va garder les distances. Non, non, on ne peut pas organiser d'entraînement pour l'instant, si on a des dérogations, et il y a certaines dérogations qui ont été données, par exemple pour des équipes nationales, pour des entraînements, mais au niveau d'un club, on ne peut pas faire cela. Ce sera envisagé la semaine prochaine, et donc peut-être qu'à partir du 18, eh bien, on pourra refaire certains entraînements en extérieur et également réorganiser des sports collectifs. Dia suivante. Donc ça, c'est la situation, mais bon, la situation est évolutive et donc nous pensons que c'est sans doute le bon moment de commencer à repenser à une planification de l'entraînement. Planification de l'entraînement, évidemment, qu'il va devoir tenir compte de ce qui s'est passé dans la première partie de la saison et de ce qui se passera dans la deuxième partie de la saison, parce qu'on sait très bien que certains vont commencer leur compétition sans doute dès le 1er août, s'il n'y a pas de modification dans les décisions gouvernementales et donc s'il n'y a pas de deuxième vague de Covid-19, bien sûr. D'autres vont sans doute recommencer la saison un peu plus tard. Je pense essentiellement à des sports collectifs qui vont reprendre, je dirais, une saison puisque la saison actuelle est terminée, et d'autres vont encore reprendre beaucoup plus tard parce qu'il y a certains sports dans lesquels, eh bien, on dira que la saison 2020 est une saison blanche et donc qui reprendront beaucoup plus tard. Et donc, en fonction du moment de la reprise des compétitions, eh bien, il va falloir refaire une planification de l'entraînement. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut y penser parce que le moment où on peut se réentraîner, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va falloir se dire qu'est-ce que je vais faire. Je pense qu'on a le temps pour l'instant d'y penser. Et donc, pour mémoire, la planification, bien, ça concerne bien sûr l'aspect physique, c'est celui dont on va le plus parler ce soir parce que c'est notre spécialité, mais nous sommes très conscients qu'il n'y a pas que l'aspect physique qui intervient dans une planification de l'entraînement. On abordera d'ailleurs certains aspects
psychologique. On peut également modifier la technique au cours d'une saison, et donc il y a des aspects biomécaniques. Dans les sports collectifs, il faut établir des tactiques, et ces tactiques sont évolutives également au sein d'une saison, et donc tout cela doit pouvoir être planifié. L'aspect nutritionnel peut également être planifié. On ne se nourrit pas en période de confinement dans laquelle on a réduit la charge d'entraînement considérablement, comme on va se nourrir quand on va se réentraîner et augmenter à nouveau la dépense énergétique. Peut-être aura-t-on pris un peu de poids qu'il va falloir perdre. Donc tout cela, l'aspect nutritionnel, fait aussi l'objet d'une certaine planification. Et donc, une chose qui est tout à fait émergente maintenant, mais ô combien importante, c'est bien sûr de travailler sur la planification des blessures. Donc, on avait recommandé que pendant la période de confinement, eh bien, on s'occupe éventuellement des bobos. Maintenant, il faut que ces bobos ne reviennent pas. Il faut donc planifier la prévention des blessures. Et puis, ce qu'on n'aura sans doute pas beaucoup l'occasion de faire à cause de ce confinement qui va se lever, mais qui va se lever très progressivement, eh bien, c'est d'envisager des stages à l'étranger, des stages en altitude, par exemple. Mais très clairement, dans une planification classique de l'entraînement, on envisage ces stages et ces stages en altitude. C'est par exemple le fait de pouvoir faire des entraînements dans des conditions thermiques particulièrement difficiles, de telle manière à pouvoir avoir une meilleure résistance au stress thermique si à un moment on doit performer dans des conditions particulièrement chaudes, ce qui sera le cas des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, bien sûr. La suivante. Et donc, la fois dernière, je vous avais montré cette diapositive pour vous montrer que si on veut faire de quelque chose de très complexe quelque chose de simple, il y a deux grands modèles de planification de l'entraînement. Le premier modèle que vous retrouvez sur la partie de droite de la diapositive, c'est le modèle Matveyev, comme on dit, hein, qu'on appelle aussi le modèle linéaire ou le modèle traditionnel, où on commence en fait avec un grand volume d'entraînement, en début de saison, puis progressivement ce volume a tendance à diminuer et fait place à des intensités plus importantes. Donc ça fait déjà quelques années qu'on a compris que ce modèle, il ne correspondait pas à la réalité de terrain que les sportifs vivent, ou en tout cas dans la plupart des sports, où finalement il y a une multiplication des objectifs compétitifs de l'année, et donc on est progressivement arrivé à un modèle qu'on va appeler le modèle ondulatoire et qui est représenté sur la partie de droite de la diapositive et qui a été décrit par un auteur il y a quelques années que l'on appelle Ilsorin. Et donc je vous avais dit la fois dernière, écoutez, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre des deux modèles, eh bien, ils ne sont plus d'application parce qu'il n'y a plus de compétition. Clic. Eh bien, maintenant, voilà, les compétitions, on pense qu'elles vont pouvoir revenir, et donc que l'on utilise un, que l'on utilise un autre de ces modèles, eh bien, ça va être le moment de replanifier l'entraînement. Dia suivante. Et cette planification de l'entraînement, finalement, qu'on utilise un ou que l'on utilise l'autre de ces modèles, bien sûr, il y a des périodes qui sont très différentes, mais on peut globalement résumer la planification de l'entraînement en 5 grandes périodes. Donc, il y a la période de préparation générale. Et donc, il va falloir se poser la question de savoir combien de temps va devoir durer cette période de repréparation générale. Ça va sans doute être très différent d'une discipline à l'autre, puisque certains ont pu continuer à s'entraîner, mais d'autres, parce qu'ils n'avaient pas du tout accès à leurs infrastructures sportives, eh bien, ont dû réduire considérablement la charge d'entraînement. Il en va de même pour la préparation spécifique. Et puis, quand on va arriver au moment des premières compétitions, est-ce qu'on va vouloir être en forme dès le 1er août ou est-ce qu'on va souhaiter être en forme un peu plus tard? Il va donc falloir savamment planifier ce qu'on appelle en français la période d'affûtage, en anglais la période de tapering, comme on dit souvent, et je sais que Nicolas va vous en parler largement, pour rentrer dans la période compétitive. Et puis, dans une saison, il y a toujours des périodes de transition dans lesquelles soit on arrête, soit on réduit la charge d'entraînement. Alors, nous venons d'en connaître une qui n'était certainement pas prévue et qui était certainement beaucoup plus longue que prévu. On était dans une période de transition. C'est ce qu'on va retrouver également dans des phases d'intersaison, mais c'est ce qu'on peut également retrouver dans des phases de blessures, qui peuvent être des blessures ou des maladies à plus ou moins long terme, et pour lesquelles il va falloir prévoir des périodes de réathlétisation. Et donc, c'est de tout cela dont nous souhaitions vous parler aujourd'hui, mais je vais donc maintenant céder le micro à Nicolas qui va vous exposer tout ça avec moult détails.
Merci Marc. Ici, cette partie de présentation va plutôt être pensée pour vous servir de guide pour que la phase de déconfinement sportif, lorsqu'elle aura lieu bien sûr, puisse se faire vraiment dans les meilleures conditions possibles pour les athlètes et aussi pour les coachs. Alors au début, tout le monde pensait que le déconfinement allait se faire aussi vite que ce que le confinement était venu, mais ce ne sera pas le cas. Et c'est d'autant plus vrai au niveau sportif que en dehors de toute situation exceptionnelle comme la situation que nous rencontrons actuellement, eh bien, tout changement brutal peut être potentiellement problématique dans la reprise des entraînements. Donc j'ai essayé d'articuler la présentation ici autour d'une alternance entre des éclairages plus théoriques et la réalité du quotidien. Donc le point de départ actuel qui a été choisi est vraiment la notion de charge d'entraînement. Cette charge d'entraînement, Marc l'a évoqué tout à l'heure, elle est réfléchie et pensée autour d'un plan de la part des coachs et des entraîneurs. Et en fonction de ce plan et de la charge d'entraînement qui va être appliquée à l'athlète, eh bien on constate qu'il existe toute une série d'adaptations. Ces adaptations, elles peuvent être positives, c'est ce qu'on va appeler ici le fitness, mais elles peuvent être également négatives, c'est ce qu'on appelle la fatigue. L'intégration de ces deux éléments va nous permettre d'arriver à l'optimisation de la performance. Alors c'est un modèle qui date déjà maintenant, ce qui a été développé par Bannister de manière beaucoup plus détaillée dans son article original, mais qui fait toujours référence à l'heure actuelle. Alors vous verrez qu'au cours de l'exposé, les deux notions de fitness et fatigue seront reprises également, mais sous des dénominations peut-être un petit peu différentes. Lorsqu'on parlera de fitness, on va plutôt parler de charge chronique, c'est-à-dire le suivi de la charge sur plusieurs semaines, 4 semaines en moyenne, et la notion de fatigue, elle, va plus faire référence à une charge aiguë qui s'articule plus sur la charge qui a été imposée sur une semaine. Revenons un petit peu en arrière sur la notion de charge. Cette notion de charge, elle est clairement constituée de deux parties distinctes. Alors, tout d'abord, nous avons la notion de charge externe, qui va vraiment définir les conditions d'application de la charge globale, avec d'une part son organisation et sa périodisation, comme Marc l'évoquait tout à l'heure, mais aussi la définition d'un certain volume et d'une intensité qui vont être proposés à l'athlète en fonction de la période envisagée. Dans un autre registre, nous avons la charge interne qui, elle, est constituée finalement de la réponse physiologique mais aussi psychologique de l'athlète à la charge externe qui lui aura été soumise. Alors l'amplitude de la réponse au niveau de la charge interne va évidemment dépendre étroitement des caractéristiques individuelles de l'athlète. Alors pour les besoins de l'exposé et pour simplifier, lorsque j'évoquerai la notion de charge d'entraînement, je l'évoquerai ici de manière globale, c'est-à-dire incluant l'ensemble des deux éléments que je viens de définir. Un point important, c'est que dans la perspective de la performance, eh bien, il est important de réfléchir à un système de monitoring de cette charge d'entraînement, notamment pour éviter les erreurs que j'évoquerai tout à l'heure. Alors, par rapport à ce premier modèle, quels ont été finalement les effets du confinement? Eh bien, on va s'intéresser surtout à deux éléments principaux qui vont constituer la charge d'entraînement, qui sont les notions de volume et d'intensité. Dans un premier temps, en raison du confinement, on a vu que, et Marc l'a déjà rappelé, beaucoup d'athlètes ont dû vraiment drastiquement réduire leur volume d'entraînement. Tout simplement parce que leurs possibilités d'entraînement étaient limitées. Et donc, certains athlètes ont tout simplement été interdits de pratique. Je pense aux nageurs dont les piscines étaient fermées, certains judokas, donc sport de contact, dont les contacts étaient interdits. Donc forcément, d'un point de vue tout à fait spécifique, leur volume d'entraînement a dû fatalement être réduit. D'autre part, en raison vraiment de la spécificité de la pandémie et du virus, eh bien, il y a certaines recommandations qui ont été émises quant à l'intensité de l'exercice. Donc, pour rappel, même si une bonne santé physique peut jouer un rôle
protecteur en quelque sorte, il a été démontré que le fait de maintenir des efforts physiques de très haute intensité inhabituels était à éviter pour éviter justement toute dépression du système immunitaire qui alors rendrait le terrain tout à fait propice à une infection par le virus SARS-CoV-2. Quoi qu'il en soit, le fait d'à la fois réduire le volume et l'intensité d'exercice, mathématiquement, va induire une diminution de la charge d'entraînement. Au niveau sportif, la diminution de la charge d'entraînement, elle peut avoir deux effets qui vont se distinguer essentiellement par la durée de maintien de la diminution de la charge. Alors, à court terme, on peut parler d'affûtage, alors qu'à long terme, on va plutôt évoquer un phénomène de désentraînement. Nous allons les expliciter un peu plus en détail maintenant. Donc l'affûtage est finalement l'issue la plus favorable. D'ailleurs, elle est mise très souvent en place par les athlètes de manière volontaire à l'approche des compétitions. Le but est de donc diminuer volontairement la charge d'entraînement pour essayer de minimiser les adaptations négatives, c'est-à-dire la fatigue, et laisser l'opportunité à l'organisme de favoriser les adaptations positives. On ne recherche pas de nouvelles adaptations, mais on cherche à optimiser les adaptations liées à l'entraînement. Alors vous voyez ici sur le graphique, qui est issu d'une revue de littérature tout à fait récente et intéressante, un ensemble de facteurs qui sont liés à la performance de manière générale. On voit qu'il y en a à peu près pour toutes les disciplines, mais on constate que le fait d'appliquer un phénomène d'affûtage, en tout cas une diminution de la charge d'entraînement, eh bien lorsqu'on observe l'abscisse ici, va entraîner un certain gain. Alors les gains ne sont pas énormes quand on voit les ranges d'amélioration, mais en tout cas ça permet d'entraîner une certaine adaptation et une certaine augmentation de la performance. Alors l'affûtage est vraiment une période qui va être courte, et dans un affûtage vrai, voulu par les athlètes, eh bien, il se distingue par une diminution essentiellement du volume d'entraînement. Essentiellement, on va réduire ce volume de 40 à 60% du volume initial. À la différence de la situation actuelle, on préconise un certain maintien de l'intensité ainsi qu'un certain maintien de la fréquence d'entraînement. Donc on voit que par rapport à un affûtage vrai, la situation qui nous concerne est un petit peu différente. Ça n'a certainement pas empêché certains athlètes, certains d'entre vous, à se sentir bien 2 à 3 semaines après avoir réduit leur volume d'entraînement, alors qu'ils étaient peut-être en phase de charge importante au moment du début du confinement. C'est si la durée se prolonge à plus long terme que la situation risque de se dégrader. Alors sur le tableau qui est représenté ici, qui est également issu d'une revue de littérature, eh bien on constate que à la suite d'une diminution de la charge à long terme, eh bien par exemple au niveau des caractéristiques cardio-respiratoires, eh bien on peut observer toute une série de modifications qui vont dans le sens d'un désentraînement. Donc finalement, passé l'étape de la minimisation de la fatigue, survient l'étape de la diminution des adaptations. C'est évidemment un peu plus problématique. Et ce phénomène, on peut l'observer aussi bien au niveau des caractéristiques cardio-respiratoires que des caractéristiques métaboliques ou d'autres caractéristiques neuromusculaires. Mais également, aussi bien pour des athlètes bien entraînés que des athlètes plus récemment entraînés, donc c'est-à-dire des athlètes de peut-être moins bon niveau. Alors actuellement, on en est à la 8e semaine du déconfinement, donc je vous laisse donc imaginer un petit peu l'impact que cela peut avoir en termes d'entraînement. Mais il faut évidemment tempérer tout ça, parce que cette revue de littérature nous montre des diminutions qui feront suite à une diminution drastique de la charge de travail. Ici, fort heureusement, comme Marc l'a signalé tout à l'heure, l'activité physique n'était pas proscrite. Donc, il y a eu un certain entretien qui aurait pu s'installer. Et fort heureusement pour nos athlètes de haut niveau, eh bien, une dérogation a pu être mise en place pour maintenir un certain niveau d'entraînement. Donc, on va imaginer que l'on part d'une situation de désentraînement partiel
et qu'a priori, ce n'est peut-être pas la catastrophe à l'heure actuelle. Le deuxième point théorique que je voulais aborder concerne plutôt maintenant la relation qui va exister entre cette charge d'entraînement qui est imposée à l'athlète et l'effet qui va être attendu sur l'organisme. Donc l'effet attendu sur l'organisme, c'est surtout la perturbation qui est nécessaire pour engendrer une adaptation d'un système qui répondra elle-même à une exigence de la discipline. Alors il existe une relation entre les deux. Si je pars d'une certaine charge, eh bien, on va constater que cela va impliquer un certain effet sur mon organisme et un certain effet d'entraînement. Si j'augmente cette charge de travail, on imagine que l'effet va être plus grand, jusqu'à atteindre une zone optimale où l'effet sera optimisé pour une charge déterminée. Et donc, dans une perspective vraiment de performance de haut niveau, le challenge pour les entraîneurs va-t-on être d'essayer de trouver cette charge optimale. Les tests, notamment, dans certaines qui sont proposés par nos services, vont permettre d'orienter un petit peu le travail pour atteindre cet objectif. Alors, ceux qui connaissent un petit peu la pharmacologie vont peut-être remarquer que cette courbe ressemble un peu à une courbe dose-réponse. Et c'est effectivement un petit peu le cas. Donc, si je ne suis en dessous de la charge optimale, eh bien, je ne m'entraîne pas suffisamment par rapport à mes possibilités, donc je n'aurai pas le meilleur effet possible. Par contre, si j'augmente la charge par rapport à la charge optimale, on constate que dans certains cas, je ne vais pas engendrer de bénéfices supplémentaires et je risque même d'observer un effet délétère sur les effets attendus et donc indirectement sur la performance. Alors, ce qui va challenger encore plus les entraîneurs, c'est le fait que cette courbe n'est pas une constante. Il existe des variations intra-individuelles, mais aussi inter-individuelles. Et donc, chaque coach se doit d'essayer de trouver pour un athlète à une période donnée sa charge optimale, mais d'un athlète à l'autre, évidemment, les charges vont être différentes. C'est ce qui rencontre un des grands principes de l'entraînement, c'est l'individualisation de l'entraînement. Alors, par rapport à la problématique du confinement, quels vont être les effets? Si on part d'une situation tout à fait théorique, comme je viens de l'expliquer, pour laquelle on a individualisé une charge d'entraînement optimale avant confinement, eh bien, si la charge d'entraînement a été diminuée et que l'athlète s'est désentraîné, eh bien, on peut imaginer que cette courbe s'est déplacée vers la gauche. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un effet souhaité sur la consommation maximale d'oxygène appelé VO2 max, eh bien, avec un athlète qui aurait été désentraîné, pour atteindre VO2 max ou stimuler VO2 max, eh bien, après des entraînements, je devrais travailler à une charge qui est plus faible. Quel va être alors le risque du déconfinement? Eh bien, le risque du déconfinement, tout simplement, va se situer dans le fait que peut-être cet athlète aura le souvenir, entre guillemets, des intensités, de la charge de travail à laquelle il avait l'habitude de travailler et souhaitera reprendre à l'intensité d'avant-confinement. Et on constate que cette intensité ne correspond plus à sa charge optimale d'après-confinement et donc on risque de se retrouver dans la partie descendante de la courbe et donc d'avoir les effets délétères. Le premier risque qui est encouru en travaillant de la sorte est de potentiellement augmenter le risque de blessure. Ce graphique qui a été réalisé récemment dans une étude sur les sports collectifs, dans lesquels ils ont systématiquement mesuré la charge d'entraînement et par rapport à laquelle ils ont mis en parallèle le taux d'apparition des blessures, eh bien on constate que ce risque d'apparition, ce taux d'apparition des blessures est le plus grand lorsque la charge d'entraînement est la plus élevée. Donc là, c'est un exemple concret, mais certains auteurs ont identifié
clairement des périodes clés durant lesquelles le risque de blessure est augmenté. Et donc ces périodes clés vont finalement se rapprocher de situations face auxquelles nous pourrions être confrontés actuellement dans une perspective de reprise peut-être trop brutale. Ces périodes sont les suivantes. Donc la première période, c'est une période d'intensification de la charge. C'est la situation que j'ai expliquée, je décide de me réentraîner à une intensité qui correspondait à mon niveau d'avant le confinement. Cela risque de poser problème. Deuxième possibilité, deuxième période clé, c'est le fait d'accumuler une charge importante. Le fait de reprendre de manière trop brutale en se disant voilà, je vais compenser les heures que j'ai perdues, eh bien, risque également d'augmenter ce taux de blessure. Et enfin, et ça c'est relativement intéressant également, c'est qu'ils ont mis en évidence qu'il n'y avait pas que les périodes d'intensification ou d'accumulation de la charge, mais les périodes de changement dans cette charge sont également importants. Et donc, le non-respect de la progressivité de la reprise eh bien, est également potentiellement source de blessures. Alors, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais pour contrôler ce problème et éviter que ça n'arrive, il est important alors vraiment d'essayer de monitorer la charge, notamment en vérifiant s'il n'y a pas de changement brutal, si le cumul de la charge n'est pas trop élevé, si la monotonie ou la contrainte ne sont pas trop élevées, et enfin, on peut vérifier la répartition de la charge en observant le ratio de charge entre le ratio aigu et le ratio chronique. Et cet indicateur, eh bien, on peut l'illustrer ici. Il a été clairement mis en évidence dans l'établissement de certaines zones cibles ou de zones à risque en fonction de ce ratio aigu chronique. Autrement dit, lorsque j'ai une charge chronique une charge aiguë qui va être brutalement augmentée par rapport à ma charge chronique, eh bien, je vais me situer dans un ratio qui est largement supérieur à 1 et donc dans une zone qui est considérée à risque et donc plus propice au risque de blessure. Alors, les mauvaises langues diront peut-être que ce n'est pas parce que le risque de blessure est augmenté qu'on va obligatoirement se blesser. C'est vrai aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on ne se blesse pas qu'on n'encourt aucun risque, évidemment. Il existe un autre risque. Il y a un phénomène un peu plus insidieux qui peut s'installer si on maintient trop longtemps le déséquilibre ou si on crée ce déséquilibre trop brutalement. Et s'il est maintenu. Et donc petit à petit, ce sont des adaptations négatives, autrement dit la fatigue, qui risquent de prendre le dessus. Alors, ce phénomène de fatigue lié à un déséquilibre de charge ou à un non-respect de la structure, de la progressivité de la charge d'entraînement, eh bien, a été largement étudié également. Et il existe un certain consensus qui a été piloté notamment par un de nos collègues de la VUB, qui est Romain Meussen, et qui est un consensus entre des sociétés européennes et américaine. Pour une fois qu'on tombe d'accord, c'est assez intéressant. Et donc ce consensus permet finalement d'établir des niveaux de fatigue qui peuvent être expérimentés par les athlètes. Il va proposer ici dans le tableau eh bien, finalement une stratification de cet état de fatigue. Et dans ce tableau, on va rencontrer les différents états de fatigue qui peuvent être rencontrés. Cela va de la fatigue aiguë au syndrome de surentraînement. Alors la fatigue aiguë, ça tout le monde la connaît. Toute personne qui s'entraîne régulièrement constate qu'après une certaine charge de travail, eh bien, il y a une certaine fatigue qui va s'installer, mais après quelques jours de récupération, eh bien, le niveau de performance, a priori, va être augmenté. À partir du moment où je vais intensifier mon entraînement et donc finalement augmenter ma charge d'entraînement, eh bien je risque d'arriver dans ce qu'on appelle des états de dépassement. Le premier état de dépassement, c'est ce qu'on appelle le dépassement fonctionnel, donc functional overreaching. Dans ce cas-là, une certaine fatigue évidemment va s'installer. Une certaine diminution de performance va être présente aussi, mais après quelques jours où
dans les cas les plus longs, quelques semaines de récupération, eh bien, on constate que le phénomène de surcompensation classiquement décrit peut apparaître et donc le niveau de performance peut être augmenté. C'est d'ailleurs ce qu'on recherche dans certains camps d'entraînement, certains stages, c'est-à-dire qu'il est recherché de fatiguer les athlètes pour espérer obtenir des adaptations positives. Je dis espérer parce que les limites ne sont pas franches. C'est pour ça qu'il y a des pointillés. On n'est pas dans un système qui est tout à fait cloisonné. Et donc parfois la limite entre un dépassement fonctionnel et un dépassement non fonctionnel qui ne serait pas souhaitable, eh bien, est relativement mince. Et donc dans ce dépassement non fonctionnel, là, on aborde quand même une situation un peu plus sévère, puisque là, la fatigue va se maintenir, et malgré certaines semaines ou certains mois peut-être de récupération, eh bien, on ne va plus observer d'augmentation de la performance, et dans le meilleur des cas après récupération, on se retrouvera face plutôt à un niveau de performance qui est au mieux similaire au début de la phase d'entraînement. Je vous laisse deviner la suite. Dans le syndrome de surentraînement, eh bien là, on est plutôt peut-être dans la phase de retour difficile, voire très très difficile, puisque la fatigue, elle, va être perçue comme persistante et il faudra plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années pour espérer retrouver un certain niveau. Alors, je l'ai évoqué et ce tableau le montrait également. Principalement, c'est la charge de travail qui va être imposée à l'athlète et surtout son inadéquation par rapport à son état de forme qui peut être envisagée vraiment comme facteur principal et facteur déterminant du risque encouru. D'ailleurs, il y a plusieurs théories tout à fait valides qui existent à ce sujet, qui pourraient expliquer la raison de l'installation d'un tel état de fatigue, mais il y en a actuellement malheureusement aucune qui fait réellement l'unanimité. Il y a toujours un petit élément qui est inexplicable. Mais il faut aussi se rendre compte que la charge seule ne va pas expliquer tout. Et il y a d'autres facteurs qui vont coexister et qui risquent de favoriser l'installation de cet état. On peut imaginer, par exemple, l'exposition à un stress environnemental totalement différent et inhabituel, qui pourrait favoriser cela. Les pressions liées à la vie quotidienne, le changement de résidence, des difficultés personnelles ou professionnelles peuvent également faire basculer la balance dans un sens ou dans l'autre. Et donc, au vu de ces derniers éléments, il apparaît assez clair que le contexte actuel, évidemment, peut être très très prédisposant. Donc, on peut dire sans trop hésiter qu'il va falloir être très prudent dans la reprise et donc dans la reprise de cette charge de travail, notamment par rapport aux conditions qui auront été vécues, qui peuvent être plus ou moins bonnes de la part des athlètes. Alors, est-il possible de détecter facilement ce dépassement ou ces syndromes de surentraînement? Il existe certains indicateurs de performance, des marqueurs physiologiques, des marqueurs psychologiques ou d'autres paramètres de type médicaux, suivi de la charge, etc., suivi des entraînements, mais ce n'est pas aussi simple que ça. On a quelque chose qui est tout à fait multidimensionnel. Et donc, pour essayer peut-être de détecter de manière un petit peu plus précise la probabilité de développer un syndrome de dépassement, un dépassement ou un syndrome de surentraînement, eh bien, il existe un algorithme qui a été de nouveau établi par nos collègues de l'équipe de Romain Meussen et qui va permettre d'analyser finalement en détail l'environnement de l'athlète, notamment en faisant référence aux facteurs médicaux, en faisant référence à la notion de performance et à la structuration de l'entraînement, mais aussi en essayant d'extraire tout facteur confondant qui permettrait d'expliquer finalement le fait que l'athlète soit fortement fatigué.
La relation maintenant qui pourrait exister entre ce dépassement, ce syndrome de surentraînement et la pandémie que nous rencontrons actuellement, eh bien, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important d'essayer d'éviter à tout prix de se trouver dans cette situation à l'heure actuelle. Pourquoi? Alors, c'est clair qu'il n'y a pas encore assez de recul et d'évidence scientifique qui lient les deux éléments l'un par rapport à l'autre, mais ce qui est sûr et certain, et Marc l'a encore évoqué tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir un état de fatigue excessif, tel qu'on pourrait le rencontrer dans un dépassement ou un syndrome de surentraînement, eh bien, peut créer et risque de créer une dépression du système immunitaire. Et plus particulièrement, on constate que de nombreux athlètes souffrant de cet état de fatigue subissent notamment plus facilement des infections des voies respiratoires. Donc le fait de se trouver dans une situation de fatigue excessive parce que l'on aurait repris une charge d'entraînement trop importante ou trop rapidement, trop vite, eh bien, risque potentiellement de laisser une porte ouverte pour l'installation d'un virus et l'installation de cette maladie. Alors, je voudrais terminer par deux éléments, finalement, pour vous aider à vous guider un petit peu plus dans la reprise de cette activité, donc dans le cadre du déconfinement, à la fois pour le coach et pour l'athlète, en édictant peut-être quelques règles. Tout d'abord, et ça je pense que Marc a déjà bien insisté là-dessus, respecter les prescrits du centre du Conseil national de sécurité. Il est évidemment primordial d'être en phase avec ce qu'il est décidé à ce niveau-là. Il est important également de suivre une planification raisonnée, c'est-à-dire basée sur des objectifs réels qui auraient été mis en évidence, qui auraient été clairement établis, certainement par les fédérations internationales et aussi en relation avec les prescrits du Conseil national de sécurité. Veillez à respecter les principes de base dans l'entraînement. D'une part, l'individualisation de la charge, mais aussi d'autre part, la progressivité de la charge. N'oubliez pas d'essayer de monitorer au mieux cette charge d'entraînement pour justement veiller à éviter les grands changements ou les augmentations trop importantes de cette charge d'entraînement. Utilisez, si vous avez l'habitude de l'utiliser, ces outils d'évaluation psychologique. Là, je fais référence à mes collègues du CAPSI qui se feront un plaisir de vous orienter si vous souhaitez utiliser ce type d'outils, mais il pourrait vous permettre notamment de mettre en évidence certains facteurs confondants qui pourraient finalement favoriser une installation d'un état de dépassement ou de syndrome de surentraînement. Nous ne pouvons aussi que répéter le respect des conditions d'hygiène de vie, notamment en termes de nutrition, d'hydratation et de sommeil. Ça a été évoqué lors d'un webinaire précédent. Le respect de cette bonne hygiène de vie va vous permettre de maintenir une bonne condition pour cette reprise des entraînements. Et enfin, important de communiquer de la communication entre l'athlète et le coach, justement pour donc apporter des informations quant au bien-être de cet athlète. Concrètement, nous ne sommes pas dans une phase de réentraînement. Le Conseil national de sécurité ne nous autorise pas à nous réentraîner, mais vous pouvez le préparer et vous pouvez éviter d'aller droit dans le mur en ne respectant pas les principes de base que je viens de rappeler. Alors, à partir du moment où vous allez préparer cette reprise, il faut vous dire que plusieurs cas de figure pourraient être possibles. On ne va pas les passer tous en détail. Ce n'est pas encore l'objet à l'heure actuelle, mais il est clair que c'est surtout les agendas internationaux pour les athlètes de haut niveau qui vont permettre d'orienter donc cette reprise. Et par exemple, le fait d'avoir des épreuves internationales fixées avant la fin 2020 ou l'absence de ces épreuves avant la fin 2020, eh bien, va orienter finalement le calendrier de la reprise. Dans le premier cas, on pourrait imaginer une reprise
toujours dans le respect des prescrits. Dans l'autre cas, finalement, s'il n'y a pas d'épreuve d'importance avant 2021, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de créer une certaine coupure, entre guillemets, évidemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que maintenant, c'est le temps donc des questions, si vous en avez, bien sûr. Oui, merci beaucoup Nicolas. Donc, nous étions 65 à suivre ton webinaire et nous avons reçu quelques questions, pas énormément. La première question nous vient de Lisa et nous demande comment savoir quelle est ma charge optimale. Donc, cette question est arrivée au moment où tu montrais les courbes de charge optimale et où tu précisais que ça pouvait y avoir une grande variabilité inter- et intra-individuelle. Oui. Alors, c'est sûr que là, j'ai présenté quelque chose qui était peut-être très théorique, et donc ça facilite les choses pour donc d'imager cela. Pour définir une charge d'entraînement optimale, malheureusement, il n'y a pas de remède miracle. C'est plutôt le travail de suivi de l'entraînement, en combinaison avec des évaluations régulières, qu'elles soient de terrain ou de laboratoire, qui va permettre petit à petit de définir cette charge optimale. Je m'explique. Tout simplement, en appliquant une certaine charge de travail, vous allez avoir des effets sur l'entraînement. Tant que cette charge de travail permet d'avoir des effets positifs sur la performance, ça veut dire qu'on est dans une charge de travail que l'on va considérer comme optimale. Si par contre, on observe que les effets ne sont pas ceux escomptés, eh bien tout simplement, la charge est peut-être mal adaptée. Et donc ce sont surtout les observations, les enregistrements à la fois lors des entraînements, lors des compétitions, mais aussi les résultats d'évaluation qui vont vous permettre d'orienter ce type de travail. Le passé de l'athlète va permettre également aussi d'orienter cela. Merci. Alors Pierre nous demande, pour la quantification de la charge en course à pied, que pensez-vous de l'utilisation des systèmes accéléromètres gyroscope de type Stride? Oui, je ne connais pas, je connais le produit Strider. C'est un outil. Alors, il faut savoir que pour faire un suivi de la charge d'entraînement, il y a effectivement le fait de suivre le volume et l'intensité, mais également, effectivement, les outils comme Strider permettent de réaliser un certain type d'enregistrement. C'est une information qui doit être prise en compte. Je ne connais pas la fiabilité de l'appareil vraiment à proprement parler, mais ça peut permettre en tout cas de réaliser un certain suivi de la charge d'entraînement, comme finalement peuvent le faire les GPS en enregistrant la quantité de déplacement et la vitesse à laquelle vous allez effectuer ces déplacements. Voilà, alors Lisa, à nouveau, te demande ce que tu voulais dire, ce que tu entendais par des outils d'évaluation psychologique. Alors, dans les outils d'évaluation psychologique, Pierre Philippot répondrait certainement mieux que moi, mais la plupart du temps, ce sont des formats questionnaires qui vont être utilisés. Donc, il existe les questionnaires POMS, donc qui permettent de déterminer le Profile of Mood State. Vous avez également les Q-REST questionnaires, qui sont des questionnaires, en fait, finalement, qui vont évaluer différents éléments de la composante psychologique et qui vont finalement voir si, à un moment ou à un autre, on n'a pas un athlète qui va se retrouver un petit peu déprimé et donc qui pourrait mettre sur la piste, notamment d'un syndrome de surentraînement ou d'un phénomène de dépassement, quoi. Donc essentiellement des questionnaires. Alors
je ne les connais pas tous en détail. Il existe des modèles dans la littérature, les modèles complets qui ont été établis pour les besoins de la littérature qui prennent du temps. Il en existe d'autres qui ont été simplifiés, mais il faut être très prudent dans leur mise en application parce que parfois, le simple fait de l'appliquer avant ou après un entraînement peut modifier temporairement les réponses au questionnaire. Pareil par rapport au moment de la journée dans lesquels ils sont réalisés. Mais ça reste des outils validés et qui doivent être appliqués dans des conditions vraiment très précises. Alors Serge nous demande pourquoi ne pas juste considérer que la situation actuelle va durer et tenter d'en tirer profit dans un projet de développement à long terme, technique, entraînement de fond, et l'annoncer clairement aux sportifs en sachant bien sûr que chaque sport aura son calendrier propre sur ce point. Oui, je suis d'accord, ça peut être une solution. Maintenant, je pense que tout le monde, a priori, espère avoir une reprise la plus précoce possible. Et toutes les fédérations souhaitent avoir des compétitions parce qu'il y a aussi des enjeux financiers qui sont là derrière. Maintenant, je concède, c'est sûr que si on avait pu dire, OK, toute compétition reste interdite en 2020, ça clarifierait les choses. Mais c'est évidemment loin d'être facile. Il faut se rendre compte que les athlètes, c'est leur métier et donc chacun a le droit d'exercer sa profession également. Mais on est plus dans des aspects éthiques peut-être dans ce cas-là. Voilà, alors il en reste 2 questions, mais si tu permets, je vais y répondre. Oui, bien sûr. Donc Benoît nous demande, a-t-on évalué scientifiquement les effets induits par le confinement sur la condition physique et la composante psychologique? La réponse est non, et c'est en cours. En fait, j'ai été contacté il y a peu par un collègue français qui nous demandait de collaborer, de solliciter des athlètes belges pour une grande enquête qu'ils font par rapport à la diminution de la charge d'entraînement que des athlètes ont eu pendant le confinement et les répercussions que ça a pu avoir sur leurs conditions physiques. Je dois vous avouer que je n'ai pas encore eu le temps de répondre à cette sollicitation, mais que je comptais bien y répondre positivement et qu'après avoir eu le contact avec ce collègue français, eh bien, il est vraisemblable que nous solliciterions des athlètes belges de telle manière à, en fait, c'est une forme d'enquête, hein, de telle manière à ce qu'ils remplissent cette enquête. Et la dernière question, elle nous vient d'un certain Will qui dit à quand le webinaire sur l'hygiène alimentaire pendant ces moments de confinement? Eh bien, ce sera la semaine prochaine, puisque nous allons maintenant clôturer le webinaire de ce jour, mais la semaine prochaine, nous accueillerons Serge Peters, diététicien du sport, qui nous parlera en fait de la nutrition et plutôt de l'impact que peut avoir la nutrition sur notre système immunitaire. Donc, je pense que la question de l'auditeur, eh bien, il trouvera réponse la semaine prochaine. Il me reste donc à remercier chaleureusement Nicolas pour son très très bel exposé et à vous remercier toutes et tous de nous avoir suivis à nouveau de manière très fidèle, à vous donner rendez-vous jeudi prochain à la même heure, 18 h, et comme la formule le veut maintenant, prenez soin de vous. Bonne soirée.